Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo de comprendre comment marche Internet. Donc en regardant un petit peu les vidéos de comprendre comment marche Internet, j'ai vu que j'ai souvent appelé et utilisé des noms de domaine, j'en ai souvent parlé. Le problème c'est que je n'ai jamais fait réellement de vidéo dédiée dessus pour voir justement qu'est-ce que c'était, pourquoi est-ce qu'on les a inventés, quels besoins ils répondent. Et donc je vous propose justement de remédier à cela et de répondre à toutes ces questions dans la présente vidéo. Du coup, on va traiter des noms de domaine. Je précise que ça va être les noms de domaine dans le web, sur internet. Je ne vais pas parler de tout ce qui est contrôleur de domaine, dans tout ce qui est domaine LDAP. Si vous n'y comprenez rien à ce que je viens juste de dire, ce n'est pas grave. Sachez simplement qu'on va parler du nom dont vous avez l'habitude, c'est-à-dire ceux que vous voyez dans votre URL de navigateur. Donc, un nom de domaine, qu'est-ce que c'est? Ça, je pense qu'on l'a déjà abordé. Ça permet de traduire une adresse IP en des mots compréhensibles. En effet, un serveur, pour l'identifier, on va se servir d'une adresse IP. Une adresse IP, c'est un ensemble de 4 nombres qui va de 0 à 255. Or, notre cerveau est plus optimisé pour retenir des mots qui forment des phrases, ou en tout cas qui ont un sens, que des nombres, en l'occurrence. Ainsi, il est beaucoup plus facile de retenir yann-bidon.fr que 199.16.130.10. Par exemple, si je veux aller sur le site web, ça serait chiant de taper http://199.16.130.10. Et en outre, il faut savoir qu'un nom de domaine, ça ne sert pas uniquement à un site web, ça sert également à une adresse email. Quand vous voyez par exemple contact@yann-bidon.fr, ça c'est un nom de domaine. Mais la grande question que je vais me poser, c'est est-ce que un nom de domaine, ça sert juste à ça? Est-ce que c'est juste un alias d'une adresse IP? Est-ce que c'est juste pour nous rendre la tâche plus facile, ou est-ce que c'est vraiment inventé pour répondre à d'autres besoins un peu plus spécifiques et peut-être un peu plus techniques? Justement, si je pose la question, c'est que vous vous doutez que la réponse est non, ça ne sert pas juste à mieux retenir. C'est utile notamment quand on a plusieurs sites web sur un même serveur. Parce que le problème d'une adresse IP, c'est très mignon, mais une adresse IP, ça sert à localiser une machine. Ainsi, par exemple, moi je suis un client, et je vais dire, je vais voir le serveur et je dis coucou, je veux 199.16.130.10. Mais derrière, je ne dis pas le service que je veux. Lui, il va dire, oui, c'est moi, c'est mon serveur, qu'est-ce que tu veux? C'est yannbidon.fr, c'est duncanplanetoaster.net, quel site tu veux? C'est comme si vous alliez dans une maison, là on vous donne l'adresse IP, donc c'est comme si on vous donne une adresse de la maison, vous êtes capable de voir la maison, sauf que en réalité vous ne voulez pas voir la maison, la maison c'est qu'un moyen pour arriver à vos fins, vous ce que vous voulez voir c'est quelqu'un qui se trouve dans la maison, et c'est pas forcément le même qui va vous ouvrir la porte. Donc il est intéressant de préciser réellement qu'est-ce que vous voulez, et les noms de domaine sont là pour ça. Rappelez-vous, si vous avez vu ma vidéo sur les virtual hosts, certes, le nom de domaine va permettre à localiser le serveur en prenant l'adresse IP, mais du côté du serveur, il va également prendre le nom de domaine pour se dire « Ah, il veut yannbidon.fr, du coup je vais le mettre dans ce dossier-là, là où se trouve le site de yannbidon.fr. » Ou inversement, si j'aurais utilisé duncan.planetoaster.net, et tout simplement j'aurais fait, il m'a repéré, c'est ma machine, je peux voir qu'il a envie de voir Duncan.planetoaster, du coup je vais le mettre dans ce dossier, c'est là où il y a le site qu'il veut, et du coup je le mène ici. Donc si vous voulez un peu plus de détails, je vous invite justement à voir ma vidéo sur les virtual hosts. Et voilà, cela permet en fait de préciser réellement ce que l'on souhaite sur un serveur lorsque le serveur a tout simplement plusieurs sites internet. Et enfin, autre avantage, ça me permet de ne plus être dépendant d'un seul serveur. En effet, imaginez, j'ai la configuration suivante, donc j'ai yann-bidon.fr qui est égal à l'adresse IP de la machine qui est ici, qui est la machine principale, donc 199.16.130.10, et, parce que mon système est bien fait, mon serveur principal a un serveur esclave qui fait tout simplement des copies et qui sauvegarde tous les changements qui sont faits sur cette machine. Puis tout d'un coup, c'est terrible,
bim, erreur réseau, la machine tombe, la connexion ne se fait plus. Cette machine est tout à fait inaccessible désormais. Bah, moi, qui suis tout simplement en charge de la gestion du site web, qu'est-ce que j'ai à faire? Le problème, c'est que les personnes qui rentrent cette adresse-là, bah, elles seront forcément dirigées là-dessus. Mais les personnes qui utilisent un nom de domaine, bah, j'ai juste à changer le nom de domaine et à faire pointer mon domaine sur la sauvegarde, sur le serveur de secours. Et du coup, les personnes qui utilisent yann-bidon.fr arriveront tout simplement là-dessus. Pour eux, ça sera transparent. Ils ne visent plus une machine, ils visent en quelque sorte un site web, peu importe le serveur qui est derrière. Alors que quand on utilise une adresse IP, on fixe vraiment une machine. Et si cette machine tombe, nous n'y avons tout simplement plus accès. Alors que justement, l'avantage du nom de domaine, c'est que si on fait des migrations, si un jour il y a un problème réseau, etc., pour les utilisateurs, c'est transparent. Et donc justement, ça nous permet de ne plus être dépendant du serveur. Les utilisateurs sont connectés, ils demandent le site web, ils ne demandent plus une machine. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment fonctionne un domaine. Il faut savoir qu'il y a une hiérarchie dans les domaines. Donc je vais vous présenter cette image qui me vient tout simplement de Wikipédia. Alors nous pouvons voir tout d'abord tout en haut ce que l'on appelle un point, n'est-ce pas? C'est magnifique. Mais c'est surtout ce que l'on appelle un domaine racine. Il faut savoir qu'en gros c'est les domaines de base, tous les domaines commencent par ça, même si effectivement quand vous tapez votre URL ou votre nom de votre email, vous ne le mettez jamais. Et pourtant, il est toujours là, simplement on ne le voit pas, il n'est pas utilisé, mais c'est le domaine racine, c'est de lui que découlent tous les autres sous-domaines. Donc ensuite, nous avons ce que l'on appelle les TLD, c'est-à-dire les top level domaines, donc les domaines de premier niveau, et c'est tout ce qui est .com, .org, .net, puis également les trucs régionaux comme .fr, .de pour .it pour l'Italie, etc., etc. Ensuite vient réellement notre nom de domaine de site web, c'est-à-dire notre partie. Donc en l'occurrence, par exemple, puisque ça vient de Wikipédia, ils ont pris leur exemple, ça aurait pu être Wikipédia, tout comme ça aurait pu être yann-bidon, voilà, ça c'est mon nom de domaine. Et ensuite, rien n'empêche de faire des sous-domaines, c'est-à-dire qu'on va tout simplement rajouter d'autres mots avant notre domaine à nous. C'est-à-dire ici, par exemple, pour ce qui est de Wikipédia, ils ont utilisé un sous-domaine pour les différentes versions linguistiques. Donc en l'occurrence, ici, en tapant DE, nous avons de.wikipedia.org, domaine racine. Et le DE, ici, c'est pour la version allemande, et c'est un sous-domaine du domaine wikipedia.org. Et vous pouvez noter que toutes les adresses internet ont cette structure, elles ont un top level domaine, et un nom de domaine et parfois des sous-domaines. Mais grande question, comment est-ce qu'on fait pour avoir tout ça? Donc évidemment, il y a toute une hiérarchie dans des organismes qui sont là pour gérer ces fameux noms de domaine. Nous avons des registres. Alors les registres, ça a l'air d'être un truc papier, mais en réalité c'est des vraies associations ou organismes qui sont là pour tenir tout simplement une liste, une immense base de données. En réalité, c'est ce qu'on appelle un serveur DNS, qui va enregistrer tout ce qui se trouve et qui va gérer tous les TLD, donc tous les top level domaines, c'est-à-dire c'est tout ce qui va gérer les .com, les .org. Alors ça, c'est des organismes qu'on ne discute pas généralement directement. Par exemple, c'est VeriSign, c'est par exemple l'AFNIC également pour le réseau, pour tout ce qui est français. En France actuellement, c'est l'AFNIC qui s'occupe du .fr et également d'autres domaines comme ceux de la Réunion, etc. Donc ensuite, nous avons un registraire. Donc le registraire, c'est celui qui va tout simplement vous vendre les noms de domaine. C'est soit un hébergeur généralement, style par exemple OVH ou Planet Hoster, qui me propose d'acheter des noms de domaine. Ou ça peut être vraiment une société qui est spécialisée là-dedans, qui ne fait que de la vente de noms de domaine. Et en fait, lui, il vous propose d'acheter
un nom de domaine et lui, il va le renseigner auprès d'un registre. Il faut savoir que lui, le registraire, pour pouvoir vendre un nom de domaine, il doit payer une cotisation annuelle à chaque registre. Par exemple, s'il veut pouvoir vendre du .com, il va aller voir VeriSign et il va lui dire j'aimerais vendre du .com. Il dit écoute, c'est tant à l'année. Donc c'est pour ça, évidemment, il paye pour ça. Donc évidemment, lui, il ne va pas vous le faire gratuitement. C'est pour ça qu'on paye les noms de domaine. Hein. Il arrive et il vous dit voilà, je peux te vendre ton nom de domaine en .com. Et par contre, ça te coûtera tant. Tous les noms de domaine ne sont pas logés à la même enseigne, certains sont très chers, d'autres sont banals, je pense tout simplement le .com ou le .net ou .org, etc. Ça c'est du classique, c'est pas cher du tout. D'autres plus spécifiques justement, comme je sais pas, le .xxx ou des trucs ou des noms de domaine un peu plus ésotériques sont beaucoup plus chers à obtenir. Et donc maintenant, je vous propose de voir un peu plus en détail comment est-ce que marche un serveur DNS. Donc nous avons un serveur DNS qui est donc tenu par les registraires. Les registraires va prendre votre nom de domaine et va enregistrer comme quoi ce nom de domaine pointe sur l'adresse IP correspondante. De son côté, il va avoir un serveur DNS qui va enregistrer ça, sauf que généralement, c'est une structure qui est relativement importante et il y a plusieurs serveurs de copie un peu partout dans le monde ou même dans son infrastructure. Simplement parce que si on n'avait qu'un seul serveur de domaine par registraire, je pense que le pauvre serait totalement débordé par le nombre de demandes qu'il doit recevoir. Donc dans un premier temps, nous avons ce fameux réseau de serveurs de registraires. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir qu'en réalité, il y a plein de serveurs DNS extérieurs qui en fait font des copies des serveurs DNS, font en fait des mises en cache qui sont là pour en fait accélérer votre recherche internet pour éviter d'aller sur les réseaux DNS du registraire. Par exemple, Orange vous propose tout simplement de mettre en serveur DNS votre box. Et si vous mettrez votre box en serveur DNS, en réalité, ça va se pointer vers un serveur DNS de Orange qui met à jour globalement son serveur DNS tous les 3 heures. Ça veut dire que tous les 3 heures, il va aller checker tous les registres et tous les registres pour essayer de se mettre à jour, pour voir s'il y a des nouveaux noms de domaine, etc. Le but, vous ne quittez pas le réseau Orange, vous y êtes déjà, donc vous ne le quittez pas. Vous n'allez pas sur un réseau étranger, vous n'avez pas à partir aux Amériques, etc. Là, vous restez sur le réseau Orange, et Orange a simplement fait des copies, et du coup, vous accédez de manière beaucoup plus rapide à la demande que vous voulez. C'est-à-dire, si vous vous demandez quelle est l'adresse IP correspondant au nom de domaine temps, ça va être beaucoup plus rapide de passer par Orange que d'aller sur les DNS du registraire. Mais cela a également un petit problème, ça veut dire que quand il y a une modification du côté du registraire, cela ne se fait pas tout de suite dans les fameux serveurs de cache, que ce soit les serveurs de Google, d'Orange et d'autres serveurs en DNS. Du coup, ça prend un certain temps. Orange est relativement rapide, j'ai dit 3 heures, mais il y en a d'autres qui font plusieurs jours avant de se mettre à jour. Et ce petit temps d'adaptation est ce que l'on appelle la propagation. C'est pour ça que lorsque vous prenez un nom de domaine, il n'est pas forcément accessible directement. Il y a ce fameux temps d'adaptation, ce qu'on appelle la propagation, où tout simplement il faut que les différents serveurs DNS se mettent à jour, en gros que les caches se mettent à jour. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment est configuré un serveur DNS. Donc il faut savoir qu'un serveur DNS, c'est juste en réalité un ensemble de clés valeurs, et il y a plusieurs clés potentielles, mais je vais vous montrer les principales. Donc tout d'abord, il y a tout ce qui concerne la gestion des IP. Donc on a une entrée A qui permet d'associer un nom de domaine à une adresse IP vers un serveur web. Je viens préciser une IPv4. Si vous voulez utiliser une IPv6, il va falloir entrer la clé AAAA qui permet d'associer un nom de domaine à une adresse IPv6. Et nous avons également l'entrée PTR, pour sûrement pointeur, je ne vais pas les vérifier, mais bref. Associe une adresse IP à un nom de domaine, en réalité c'est le strict inverse de l'entrée A. On n'associe plus un nom de domaine à une IP, mais on associe une IP à un nom de domaine.
Ça permet de faire notamment ce qu'on appelle du reverse DNS. C'est tout simplement si on cherche une IP et qu'on veut savoir à quel nom de domaine elle répond, eh bien on peut tout simplement utiliser cette entrée-là. Donc ensuite, il y a également tout ce qui est gestion de domaine. Donc il y a l'entrée cname qui permet de créer un alias au nom de domaine. Par exemple, ça permet de faire un alias, c'est-à-dire que tout simplement, au lieu de devoir reconfigurer toutes les entrées AAA, PTR, et puis pareil pour tous les sous-domaines, et ben j'ai tout simplement à mettre mon alias avec l'autre nom de domaine, et automatiquement il va hériter de toutes les valeurs que le nom de domaine vers lequel il pointe, tout simplement. Ça veut dire tous les sous-domaines, toutes les adresses IP, toutes les informations. Voilà, c'est pour canonic name de mémoire. Ensuite, nous avons l'entrée NS qui n'est pas pour Nicolas Sarkozy mais pour name server. Et en réalité, effectivement, lorsqu'on va sur notre serveur, il est possible que l'on ait plusieurs copies de nos serveurs DNS, notamment des copies régionales. Par exemple, Wikipédia, son serveur DNS doit être aux États-Unis, mais s'ils ont un serveur en France, ça serait plutôt intéressant en termes de rapidité, etc. Il est possible d'avoir différents serveurs DNS pour un même domaine, et du coup, justement, il est possible de les renseigner ici en leur précisant, écoute, tu veux des informations sur ce nom de domaine, il y a plusieurs serveurs qui sont en charge de ce nom de domaine, et c'est tac, 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 tac. Justement, on renseigne cela dans une entrée NS. Puis enfin, il y a l'entrée MX qui permet justement cette fois d'associer un nom de domaine à une adresse IP d'un serveur mail cette fois, et c'est justement ce qui permet d'utiliser notre nom de domaine en tant que tout simplement domaine lors d'un mail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été instructive, que vous avez bien pu voir qu'est-ce qu'un nom de domaine. Au final, on l'a pas fait juste pour la correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine. C'est également répondre à d'autres besoins. Et puis, j'espère que vous avez pu voir également son fonctionnement, avec notamment pourquoi il y a ce fameux délai qu'on appelle de la propagation, et quelles sont les différentes entrées. Si un jour vous êtes amené à toucher un serveur DNS, vous verrez qu'en réalité c'est juste un immense tableau avec une suite de ces entrées-là. Donc évidemment, je les ai pas toutes listées, mais c'est les principales et c'est celles qui pèsent le plus globalement. Et donc je vous dis au revoir et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.